Alors, peut-être il faut rappeler pour nos chers compatriotes qui nous regardent le fond de l'histoire. Donc, c'est le 8 mai 2002. Il y a un attentat à Karachi qui tue 15 personnes, dont 11 Français, qui sont employés de la DCN, la Direction des chantiers navals. Construction navale. Construction navale, voilà. Et qui sont en train de construire ces fameux sous-marins Agosta, qui sont l'enjeu de ce deal. Deal qui, comme toujours dans les ventes d'armes, donne lieu à des rétrocommissions qu'on distribue. Alors il y a donc des intermédiaires pakistanais, ceux qui vont acheter, des mecs, je sais pas, de l'armée pakistanaise. Voilà. Et de l'autre côté, il y a aussi des sous-commissions qu'on donne à des Français. Et ce que votre livre fait apparaître, c'est qu'il y aurait 10 millions de, je dis pas de bêtises, de francs en liquide, en coupure de 500 pour la plupart, qui auraient été apportés pour la campagne d'Édouard Balladur. Voilà, nous, l'hypothèse de base du travail, c'est en effet l'attentat de Karachi du 8 mai 2002. On a regardé et encore une fois, on a pu aujourd'hui amener un certain nombre de documents et de témoignages qui démontrent sans ambiguïté que la thèse qui a été assénée pendant des années aux familles des victimes, à savoir que cet attentat était l'œuvre d'Al-Qaïda, c'est une pure construction policière. Cela aujourd'hui ne fait plus de doute. La thèse Jean-Louis Bruguière. La thèse, voilà, c'est une thèse en fait à l'origine qui est une thèse de la police et du gouvernement pakistanais, qui a été validée en grande partie, même quasiment totalement, par Jean-Louis Bruguière pendant des années. Attention, on l'écoute. Je ne rentrerai pas dans cette polémique, non pas que je ne veuille pas m'expliquer, mais parce qu'il y a des raisons déontologiques, c'est une affaire en cours, et donc je ne peux pas parler sur la pertinence des éléments nouveaux. Je dis simplement, j'évoque ce qui a été fait, et qu'aujourd'hui, je pense qu'il est incontestable que l'attentat lui-même est l'œuvre d'une organisation liée à Al-Qaïda, une organisation pakistanaise, donc pas Al-Qaïda stricto sensu. 11 novembre 2009 sur ce même plateau. Voilà. Donc, réponse. Voilà, il dit c'est pas Al-Qaïda stricto sensu. Il disait avant que c'était le numéro 4 d'Al-Qaïda. Simplement, nous, ce qu'on amène dans le livre, on montre que Jean-Louis Bruguière avait au moins 7 éléments matériels dans son dossier entre 2002, à l'époque de l'attentat, et 2007, moment où il part tenter sa chance en politique sous les couleurs de l'UMP. D'accord ? Il avait dans son dossier 7 éléments qui naturellement aurait dû lui envisager de chercher d'autres pistes que celles d'Al-Qaïda, et notamment celle du contrat. Voilà. Donc nous, on a essayé de faire le travail que Jean-Louis Bruguière de constater. Donc on a regardé qu'est-ce que c'était ce contrat dans le cadre de l'exécution duquel sont morts les 11 Français de la direction des constructions navales. Et c'est là qu'on a découvert que ce contrat était une sorte de caricature du business un peu saumâtre et des mœurs politico-financières troubles qui pouvaient entourer les ventes d'armes publiques en France. Est-ce que ça veut dire que Bruguière est un garçon un peu buté, qu'il a le front bas, qu'il ne comprend pas, ou qu'il a reçu des ordres ? Alors, reçu des ordres, ça me paraît un peu gros. Je dirais que le problème ne se pose pas en ces termes. Si on examine la carrière du juge Bruguière, et notamment toute la dernière période, on s'aperçoit que dans plusieurs dossiers, pas seulement celui de Karachi, celui du Rwanda, celui des moines de Tibérine, à chaque fois, le juge Bruguière s'est calé sur la raison d'État. C'est-à-dire qu'il a défendu en quelque sorte une thèse qui surtout ménageait les intérêts de la France. Donc je pense que c'est le problème essentiel, au-delà de ce qu'on pourrait appeler les pressions politiques ou des compromissions, etc. Non, c'est pas ça qu'on dit. On constate qu'à chaque fois, dans ces dossiers-là, c'est drapé il s'aligne sur la raison d'État. Un rôle de grand serviteur de l'État, en quelque sorte. Sans chercher trop à savoir. Et puis Al-Qaïda, c'est assez facile, parce que c'est vrai qu'Al-Qaïda, ça revient souvent. Exactement. Et surtout quand on est dans le bourbier pakistanais, quand on sait les liens incestueux entre les services secrets pakistanais et des organisations islamistes, dont Al-Qaïda, c'est très difficile de faire la part des choses. Mais encore faut-il, pour ça, envisager toutes les pistes, toutes les hypothèses, et c'est ce qui n'a pas été fait. Il y a des gens qui sont morts dans l'exécution d'un contrat. La moindre des choses quand on est juge, c'est de regarder ce qu'il y a dans ce contrat. Alors, il a été remplacé depuis par Marc Trévidic, qui est venu aussi sur ce plateau et qui, lui, c'est le contraire. Lui dit j'irai jusqu'au bout, j'en ai rien à foutre. Il est très très couillu, si vous me passez l'expression. Oui, on va dire que c'est un juge fonceur. Parmi ces juges un peu à l'ancienne, du temps où les juges d'instruction étaient à la mode, les juges Alphen, Joly, Van Ruymbeck, etc., qui se confrontaient au pouvoir, avec parfois peut-être des excès, ça a pu arriver, mais qui agissaient, on va dire, sans a priori, sans parti pris, ou en tout cas avec la volonté d'avancer et sans avoir peur de s'affronter à l'État. Parce qu'à un moment, les juges s'affrontent à l'État lorsqu'ils se trouvent
retrouvent dans des affaires aussi sensibles. Et c'est pour ça, Fabrice, qu'il y a cette réforme de la procédure pénale et qu'on veut supprimer le juge d'instruction? Ça paraît une bonne raison, effectivement, pour mettre fin au juge d'instruction, parce que ce sont des gens qui dérangent le pouvoir au sens large, de tout temps. C'était le cas sous les gouvernements socialistes, c'est le cas sous les gouvernements de droite. Le juge d'instruction, c'est toujours une menace pour un pouvoir. Parce qu'il est indépendant. C'est un magistrat indépendant. En même temps, on ne sait pas, j'ai écouté Alliot-Marie, j'ai toujours pas compris s'ils allaient y aller ou pas. On ne sait pas, c'est vrai que pour l'instant c'est un peu la valse hésitation. Est-ce que vous avez parlé aux familles des victimes de Karachi? Qu'est-ce qu'ils pensent quand ils lisent ce livre de révélation? Quelle image ils ont de leur pays? Ça conforte, on les a rencontrés plusieurs fois à Paris, à Cherbourg, parce que la plupart des victimes viennent de Cherbourg. Ça conforte l'idée et les intuitions qui sont les leurs depuis maintenant quelques temps. C'est que la piste Al-Qaïda, ils y croyaient plus. C'est que la piste Al-Qaïda, ils y croyaient plus, et qu'on leur a menti, ou que du moins on leur a caché quelque chose. Et aujourd'hui, ils réalisent à quel point on n'a pas voulu aller regarder ce qu'il y avait derrière le contrat pour lequel travaillaient leurs oncles, leurs maris, leurs pères qui sont morts au Pakistan, et que ce contrat cache un business politico-financier qui n'est pas toujours très digne, avec des arrière-pensées politiques pas toujours très saines. Alors, il y a eu également une commission parlementaire. Mission d'information, précisément. Voilà, donc qui a duré 7 mois. Et au bout de 7 mois, ils ont dit, finalement, on ne sait pas. C'est peut-être Al-Qaïda ou peut-être pas. Mais c'est déjà une grande avancée. Parce que de 2002 à 2007, c'était Al-Qaïda, forcément Al-Qaïda. Ouais. Aujourd'hui, il y a une mission parlementaire qui a travaillé, une mission paritaire, UMP, PS, ça, et ils disent aujourd'hui, on ne peut pas exclure la piste des commissions, voilà, on ne peut pas écarter les pistes de travail sont ouvertes, ce qui est déjà une avancée. Mais ce qui est le plus frappant et sans doute le plus intéressant dans le rapport de la mission parlementaire, c'est de voir qu'elle-même constate, enfin le rapporteur constate qu'il n'a pas pu aller au bout. Mais pour quelle raison? Parce qu'on lui a fait de l'obstruction sans arrêt. Il y a eu une entrave, ce sont ses propres termes, l'entrave de l'exécutif. On ne lui a pas donné les documents, ils étaient secret défense, on s'est moqué de lui, on ne lui a pas répondu, on a invoqué le secret de l'instruction. Bref, l'État a mis une barrière hermétique pour, encore une fois, empêcher qu'on aille voir ce qu'il y avait derrière ce fameux contrat. Alors Balladur a été entendu. Et il a dit que ces fameux 10 millions, là, c'était tout simplement de l'argent des militants, des sympathisants, recueillis lors de centaines de meetings, sur des marchés. Mais comme c'est des billets de 500 balles, ou alors il faut dire au chauffeur, tenez, apportez donc un billet à Balladur de 500 balles. Ça paraît difficilement crédible. Honnêtement, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que son explication n'a pas été du tout convaincante. Ouais. Il serait bon peut-être qu'il en donne d'autres ou qu'il les détaille plus. Bon, alors, 2 questions, 2 paris. D'abord, est-ce que votre livre va sortir ou pas? On saura ça demain matin, à votre avis. Non, mais s'il ne sort pas, sincèrement, on ose imaginer que notre livre ne puisse pas paraître. Bon, okay. S'il ne sort pas, on sort de régime. On sort du régime. On n'est plus tout à fait en République ni en démocratie. Non, voilà. Deuxième question, est-ce qu'on saura un jour la vérité? Eh ben, on pourra un jour savoir la vérité à condition que les pouvoirs en place et l'exécutif jouent le jeu de la transparence, notamment vis-à-vis du secret défense. C'est ce qu'on révèle dans le bouquin, c'est qu'il y a énormément de documents qui mettent en cause le pouvoir en place, qui sont placés sous scellés dans les armoires de la police judiciaire. Donc c'est-à-dire que même des juges n'y ont pas facilement accès. Il serait sain que toutes ces choses puissent être mises au jour, tranquillement, sereinement, pour que la justice avance. Ce qui ressort du livre, pour conclure, c'est que je pense qu'on n'en est qu'au début de cette affaire et qu'elle nous réserve encore beaucoup de surprises. Fabrice Arfi, Fabrice Lhomme, le contrat, c'est un document stock, je vous le recommande chaudement. Rendez-vous demain, 20h30 pour un